Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il va falloir être concentré parce que ça va être une vidéo très dense. Je vais vous parler des tests de QI. Pour moi on n'en parle vraiment pas assez et c'est un sujet tellement intéressant, tellement passionnant. Et comme j'ai eu la chance d'en faire un, j'ai envie de vous expliquer comment ça marche et de vous apprendre plein de choses. Donc comme c'est un sujet extrêmement vaste, j'ai décidé de faire un plan, comme ça on s'y retrouve. Donc en premier je vais vous parler de comment ça marche, en deuxième partie je vais vous parler de qu'est-ce qu'il y a dans le test, donc le moment où on passe le test, sur quoi c'est évalué. En troisième partie je vais vous dire des infos en plus pour creuser davantage, et en quatrième partie une petite FAQ, foire aux questions. Alors pour commencer, un test de QI, comment ça marche? Déjà faut qu'on se pose la question, pourquoi faire un test de QI? Un test de QI ça sert à mieux comprendre la personne, ça sert à déceler s'il y a un déficit intellectuel, s'il y a une précocité, et même si on décèle ni l'un ni l'autre, ça permet de mieux connaître ses points forts et ses points faibles. En France, le test de QI est sous la forme Wechsler. Donc il y a trois formes. La première forme, c'est le VPPSI. On peut le passer à partir des 2 ans 6 mois jusqu'à 7 ans 3 mois. Ensuite, il y a le VISC. On peut le passer dès les 6 ans jusqu'à 16 ans 10 mois. Et le VICE, qu'on passe dès les 16 ans 11 mois jusqu'à 79 ans et 11 mois. Un test de QI se fait uniquement par un professionnel. Donc en général, c'est un psychologue attitré. Et pas tous les psychologues ne peuvent faire passer des tests de QI. Aussi, comment on calcule le QI? Il existe déjà plusieurs manières. En faisant un calcul du QI classique, on fait le rapport entre l'âge mental et l'âge chronologique. Par exemple, un enfant de 10 ans montrant les mêmes résultats qu'un enfant moyen de 12 ans a 12 ans d'âge mental. Donc du coup, on fait un calcul, on fait 12 ans divisé par 10 fois 100. Donc 12 ans d'âge mental sur 10 ans, âge chronologique, fois 100. Et du coup, ça lui fait un QI de 120. Alors le calcul du QI classique n'est pas efficace chez les adultes, c'est que pour les enfants qu'on peut faire ça. Ensuite, il y a aussi le calcul du QI standard. Ça correspond au rang auquel se situe une personne à une population représentée par la courbe de Gauss. Alors la courbe de Gauss, c'est quoi? La courbe de Gauss classe le QI entre 90 et 110. C'est la moyenne. Il y a environ 50% de la population. Entre 70 et 130, il y a 95% de la population. Si on a un QI de 70 et moins, c'est extrêmement faible. Là, on peut déceler un retard mental. Et si on a aux alentours de 130 et plus, c'est très supérieur, on peut déceler un haut potentiel. Donc en gros, c'est une personne surdouée. Il existe plusieurs synonymes: haut potentiel, surdoué, précoce, zèbre. Donc c'est plein de synonymes, chacun l'appelle comme il le veut. Et il y a environ 2,1% de la population qui a entre 130 et plus. Et c'est exactement pareil pour ceux qui ont 70 de QI et moins. Et si on est entre 140 et plus, on parle de génie. Et il y a 0,1% de la population qui a plus de 140 de QI. C'est énorme. Alors maintenant, on passe à l'étape 2, qui est de comprendre qu'est-ce qu'on fait dans un test de QI, qu'est-ce qui est évalué. Alors on va parler d'indices et on va évaluer 4 indices. Le premier, c'est l'indice de compréhension verbale, l'ICV en termes scientifiques. Donc en gros, ça évalue comment tu t'exprimes, ta capacité à former des concepts verbaux, etc. Alors dans l'ICV, il y aura d'abord un premier exercice, ça va être les similitudes. On va te donner 2 mots, ces 2 mots n'ont pas grand chose à voir, et tu dois dire quel est le lien. Donc on attend une réponse courte, c'est quand même un exercice assez abstrait. Ensuite, on a le vocabulaire. On va nous dire un mot, et on va devoir le définir avec nos propres mots. Et là, ça évalue les connaissances lexicales. Et on attend une réponse longue. Et ensuite, on a l'information. Là, ça évalue tes capacités culturelles. On évalue ta mémoire à long terme sur des savoirs factuels. On attend une réponse longue. Donc ça, c'est pour le premier indice, l'ICV. Ensuite, on a l'indice de raisonnement perceptif. Cet indice sert à évaluer tes capacités à établir des relations spatiales. Alors ça, c'est normalement quelque chose qui est inné, ça ne s'apprend pas, contrairement au vocabulaire. C'est une analyse abstraite et c'est du traitement visio-spatial. On a encore une fois 3 exercices. Le premier, c'est les cubes. On doit réaliser des formes avec un dessin qui nous est donné. Et on doit le faire le plus vite possible, c'est chronométré. Ensuite, on a les matrices. On a à chaque fois 3 symboles, on a un exemple de 2 symboles différents. On a le 3e et on doit trouver le 4e. Ensuite, on a les puzzles visuels. Donc on a une image, on doit assembler différents morceaux pour que ça puisse correspondre à l'image. Et tout ça, on doit le faire de tête. On n'a pas le droit de dessiner,
Ensuite, on a l'indice de mémoire de travail, l'IMT. Ça évalue tes capacités à court terme et tes capacités de mémoire de travail. Dans cet indice, on a 2 exercices. Le premier, c'est la mémoire des chiffres. Donc on doit retenir et restituer des chiffres. Donc la psy, elle commence par 4 chiffres, ensuite 5, ensuite 7. Ça va jusqu'à 8. Elle te fait d'abord par ordre croissant, ensuite par ordre décroissant, en inverse. Et du coup, tu dois par exemple, selon l'exercice, elle va te dire 5, 3, 7, 9, 2, 5, 7. Et ensuite, toi, tu dois redire un par un les chiffres de manière croissante. Ensuite, elle donnera d'autres chiffres et ça sera de manière décroissante. Et ensuite, ça sera à l'inverse. Moi, j'avais pas trop réussi cette partie. Et ensuite, on a le deuxième exercice, c'est la séquence chiffres et lettres. Et donc là, c'est exactement pareil. On doit retenir et restituer. Donc par exemple, elle va nous dire 1, C, 4, B, 3, E. Et ensuite, nous, dans notre tête, on doit restituer, faire en ordre croissant par exemple, et lui restituer. L'IMT est sensible à la dyslexie et aux troubles d'attention. Ensuite, on a l'indice de vitesse de traitement. L'IVT, en gros, ça évalue la vitesse de traitement de l'information dans une tâche simple. Et là, ça correspond à l'attention sélective. Il y a 2 exercices. Les symboles. Donc là, ça correspond à la reconnaissance et à la discrimination visuelle. Donc les 2 colonnes les plus à gauche représentent des symboles. Et le plus rapidement possible, on doit vérifier si dans les différents symboles de la ligne, ces symboles sont présents ou pas. Et s'ils sont présents, on fait oui. S'ils sont pas présents, on fait non. Donc c'est une tâche simple, mais qui demande de la rapidité, parce que c'est chronométré. Et là, c'est justement, on regarde de quoi est capable ton cerveau dans une tâche simple, mais très rapide. Et ensuite, en deuxième exercice, on a les codes. C'est aussi chronométré. Il me semble que c'est 2 minutes. Et en 2 minutes, on doit remplir le plus de cases. Donc, on a un exemple. Le 1, ça correspond à ce symbole, le 2, le 3, etc. à des symboles différents. Et pour chaque chiffre, il faut recopier le symbole qu'on a en exemple. On évalue ta mémoire associative. Donc l'IVT est sensible aux troubles d'attention, aux troubles d'apprentissage en général, et à la dépression aussi. Parce que la dépression cause un ralentissement du traitement cognitif. Par contre, un enfant qui a un trouble d'attention peut avoir un IVT dans la norme, parce qu'on parle d'attention sélective. Donc c'était les 4 indices, l'indice de compréhension verbale, raisonnement perceptif, mémoire de travail et vitesse de traitement. Ensuite ça va calculer un peu ton QI pour chaque indice et ensuite on a un QI total. Et ensuite ça fait du coup une espèce de moyenne. Alors on passe maintenant à la partie 3. Donc si un des 4 indices est au-dessus de 130, en général on peut parler d'une précocité. Pour la performance la moins forte des 4 indices, ça peut potentiellement indiquer un trouble d'apprentissage. Aussi, le QI doit être toujours interprété, parce que le QI doit être corrélé au milieu socio-économique. Donc selon le milieu dans lequel tu vis, ton QI va augmenter ou diminuer. Aussi, on ne peut pas se fier uniquement qu'au QI. Il y a des tests complémentaires qui peuvent se faire pour certaines personnes pour mieux représenter les capacités réelles de l'enfant. Donc dans ces tests complémentaires, on peut évaluer le niveau d'apprentissage chez une orthophoniste, faire un bilan neuropsychologique, etc. etc. Donc le test de QI dure en moyenne 1h30 à 2 heures. Moi je l'ai fait en 1h30. Et selon les villes, je sais que c'est minimum 200 €. C'est super cher et c'est pas remboursé. Selon les villes, ça peut être beaucoup plus. Donc le score du QI est influencé à la fois par le facteur génétique et le facteur environnemental. L'adolescence est un facteur déterminant pour ton QI. Parce que selon l'environnement dans lequel tu es pendant l'adolescence, il augmente ou il diminue. On recommande aussi de ne pas passer pendant 2 ans un test de QI quand on vient d'en faire un. Si on en refait un 6 mois après, on va se souvenir par exemple des mots qu'on devait définir au test de QI ou des exercices, on se souvient encore trop des automatismes, etc. Il y a une citation qui m'a beaucoup parlé aussi et qui est très vraie, c'est celle de Edelstein: l'intelligence ne se résume pas à un chiffre. Et c'est totalement vrai. Enfin, le test de QI évalue ton intelligence, mais ça n'évalue pas non plus toutes les intelligences qui existent. J'ai fait mes petites recherches et il existerait 8 ou 9 formes d'intelligence. La première du coup c'est l'intelligence verbale, ce qui est évalué dans le test. L'intelligence logico-mathématique, c'est l'intelligence à calculer, à faire preuve de logique. C'est aussi évalué dans le test de QI, mais après on n'a pas non plus du calcul mental dans le test de QI ou des choses comme ça. La troisième forme d'intelligence c'est l'intelligence musicale rythmique. Et ça c'est très intéressant, ça on ne le fait pas du tout dans un test de QI, c'est la capacité d'apprendre le langage musical. On a l'intelligence corporelle kinesthésique, donc en gros c'est lié aux habiletés physiques. Ensuite on a l'intelligence visuelle et spatiale, c'est très clairement évalué. C'est clairement se repérer dans l'espace et c'est très pratique dans l'architecture, dans la chimie, dans la direction photogénique et dans la conception de jeux vidéo.
Ensuite, je savais pas du tout que ça existait, l'intelligence naturaliste. C'est la capacité d'apprécier et se montrer sensible à la nature. Ensuite, il y a l'intelligence interpersonnelle, c'est en lien avec l'empathie, l'intelligence sociale. Elle permet aussi de détecter l'émotion des autres, l'intuition des autres. Ensuite, on a l'intelligence intrapersonnelle. C'est la capacité d'introspection et de pouvoir décrypter ses propres émotions, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et de connaître et d'orienter sa propre vie. Et c'est vrai que par exemple, l'intelligence naturaliste intrapersonnelle et interpersonnelle ne sont pas du tout évaluées dans un test de QI. Et c'est vrai qu'une personne peut avoir peut-être 170 de QI, être brillante dans plein de domaines, mais se comporter de manière totalement irrationnelle avec les autres, donc dans le social. Donc voilà, c'est pour ça qu'un test de QI n'est pas toujours représentatif de son intelligence. Enfin, vraiment, c'est très abstrait. Et ensuite, selon ce que j'ai trouvé, il peut exister l'intelligence existentielle. Donc c'est ce qui pousse un peu les gens à se poser des questions sur la nature des choses, sur leur origine et sur leur sens. Enfin bon, je trouvais que c'était très intéressant d'en parler avec vous parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Aussi, il est reproché au score de QI extrême de perdre en précision. Et la raison, c'est parce qu'il y a une faiblesse de l'échantillon de l'information. On n'a pas 5 millions de personnes qui ont 180 de QI et plus. Ça aussi, c'est très intéressant. Il existe des associations pour les personnes précoces, à haut potentiel, enfin tout ce qui est au-dessus de 130 au test de QI. Il existe l'association Mensa. Alors aussi, pour les personnes qui voudraient faire un test de QI, mais pour qui aller chez un psychologue et payer 200-300 balles n'est pas possible, ce qui est totalement compréhensible, on peut le faire chez Mensa. Ils font des tests de QI beaucoup moins chers. Je crois que c'est 40 €, quelque chose comme ça. Mais par contre, ça n'évalue pas non plus tous les indices qu'on fait chez un psychologue. Je crois qu'on a fait le tour avec la partie 3. Et maintenant, on peut passer à la dernière partie, les questions. Pourquoi le QI ne veut rien dire à propos de la réussite à l'école? Là, ça va vraiment être des questions que j'interprète en tant que Fab. Donc chacun a son avis là-dessus, et moi c'est mon avis. Bah déjà, je trouve qu'il y a différents facteurs à propos de l'ennui à l'école. Un enfant super intelligent peut s'ennuyer à l'école parce que par exemple, il emmagasine plus vite que les autres. Et du coup, comme il s'ennuie, il va pas écouter et puis il va décrocher. Il y a aussi la motivation, l'effort personnel, l'autodiscipline. Se dire bon ok, maintenant je vais bosser ça. Si on n'est pas capable et qu'on s'y prend au dernier moment, c'est sûr que c'est plus compliqué. Il y a aussi l'environnement dans lequel on vit. Il y a aussi les troubles d'apprentissage. Pourquoi QI élevé ne veut pas dire heureux? Alors c'est vrai que pour les personnes précoces, elles ont la caractéristique d'énormément penser. D'avoir en fait une pensée en arborescence. C'est-à-dire que à partir d'une idée, on va avoir d'autres branches. On aura d'autres idées. À partir de ces idées, on aura encore des idées. Mais dans chacune des idées. Et ça fait que c'est l'enfer. Donc justement, QI élevé, enfin pour moi c'est beaucoup plus compliqué d'être heureux. Enfin en aucun cas c'est facile d'être heureux, peu importe qu'on ait un QI élevé ou pas élevé, peu importe, mais la caractéristique des précoces et la pensée en arborescence, l'hypersensibilité aussi, qui fait que tu ressens beaucoup de choses et c'est très compliqué. Donc de ce côté-là, un QI élevé ne veut pas du tout dire heureux. J'ai aussi eu une question sur la confiance des sites internet à ce sujet. Alors là les cocos, c'est quelque chose de très important qu'on va devoir aborder parce que les tests de QI en ligne, ça ne veut absolument rien dire. Parce que moi je m'amusais à faire un test de QI sur internet avant d'en faire un chez un psychologue, et par exemple il y avait 2-3 exercices des cubes et des matrices, c'est tout. Donc on évaluait qu'un seul indice des 4 indices qui doivent être évalués et on ne fait même pas tous les exercices dans l'indice, enfin c'est n'importe quoi. Donc déjà c'est pas du tout représentatif, et moi il se trouve que dans l'indice de raisonnement perceptif, j'en avais fait un, j'avais genre 114, une autre fois j'en avais fait un, j'avais moins, et en vrai test de QI, j'avais 132. Donc c'est pour vous dire, vraiment ça n'a aucun rapport. Parce qu'en plus de ça, on n'interprète pas le QI quand il y a le résultat. On chronomètre pas non plus l'épreuve sur internet alors qu'il faut la chronométrer pour pouvoir la comparer aux autres de ton âge pour déterminer ton QI dans la population. Donc en fait, rien de tout ça n'est respecté. C'est tellement pas représentatif. Enfin vraiment, à chaque fois que je fais un test de QI en ligne, j'ai un résultat différent. Ensuite, on m'a posé aussi une question. T'es pas stressé de savoir si t'es con ou pas? Alors moi j'avais hyper peur, je me disais imagine, enfin moi je pensais faire un test de QI parce que je me suis dit j'ai des caractéristiques de haut potentiel, je suis allé faire un test de QI pour ça, mais je me suis dit avant d'y aller, imagine t'as un QI de 80, t'imagines tu te penses super intelligent et en fait t'es tout l'inverse. Donc si je l'étais, mais de toute façon tu peux pas réviser avant un test de QI, y a rien à faire. Ensuite on m'a aussi posé la question, est-ce que tu penses que ça peut vraiment déterminer si quelqu'un est plus intelligent? Alors pour moi non, comme je l'ai dit avant, il y a plus de 8 formes d'intelligence
et ça n'évalue pas du tout tout, et comme dit, quelqu'un d'extrêmement brillant, enfin quelqu'un qui a genre 160 au test de QI, peut-être aussi quelqu'un qui n'a rien compris à la vie socialement parlant, donc l'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle sont pas si développées que ces autres formes d'intelligence. Pas forcément que un mec ou une meuf qui a 160 de QI va être super intelligent, mais pas non plus dans tous les points, donc il y a surtout un mythe sur les personnes surdouées au potentiel, où on pense que voilà, c'est des gens qui connaissent tout, qui ont une encyclopédie dans la tête. Alors il y en a forcément, mais il y en a pas forcément. On m'a demandé ensuite mon QI. Alors c'est pour ça que je dis que tous les surdoués n'ont pas une encyclopédie dans leur tête, parce que en fait on m'a décelé au potentiel. Alors pour ma part c'est encore différent, enfin parce que j'ai eu 126 au test de QI et officiellement c'est 130 pour être surdoué. Et du coup j'étais en mode ah mon dieu, mais ça veut dire quoi, c'est bizarre tu vois. D'accord, j'ai 126, je suis surdoué, mais il y a moyen que je suis le plus con des surdoués de cette terre. Enfin personne des surdoués ont normalement 126. Ça arrive qu'à moi. C'est parce que moi j'ai un trouble d'attention et que je suis dyslexique et dysorthographique. Donc on a un bon combo qui fait que je lis très rarement des livres, j'ai beaucoup de mal à être concentré et donc il y a certains résultats qui sont faussés dans le test de QI. C'est pour ça qu'on peut pas toujours être sûr d'un certain résultat du QI. Donc bon, je m'en souviens, j'ai fait le test de QI, j'étais tellement stressé, j'étais pas concentré. Donc je sais que si je le refais, j'aurai un résultat différent. Mais il existe pour le trouble d'attention un médicament qui s'appelle la Ritaline. Moi j'en prends pas. Mais je sais que si j'en prenais, j'aurais un QI totalement différent. Parce que dans l'indice de mémoire de travail, dans ce qui est de recracher les chiffres qu'on nous dit dans l'ordre croissant-décroissant, eh ben j'aurais pas du tout 106, hein, j'aurais beaucoup plus. Mais on sait pas de combien. Et pareil pour l'indice de vitesse de travail, j'aurais aussi plus, mais on sait pas de combien. Donc c'est pour ça que c'est pas super représentatif, surtout quand on a des troubles d'apprentissage. Donc pour vous donner une idée, dans l'indice de compréhension verbale, j'ai eu 122, donc officiellement supérieur à la population. L'indice de raisonnement perceptif, j'ai eu 132. L'indice de mémoire de travail, j'ai eu 106. Et l'indice de vitesse de traitement, j'ai eu 117. Et ensuite, ça m'a fait une moyenne et j'ai eu 126. Au fond, c'est un indicateur. Moi, ça m'a indiqué que j'étais au potentiel. Ça m'a aidé à comprendre beaucoup plus de choses. Et puis même, au-delà de ça, à comprendre pour le raisonnement perceptif, j'étais super bon. À m'orienter dans l'espace, l'orientation tout simplement. Et qu'il y a des choses comme mémoire de travail où ça flanche. Bon, j'avais pas besoin du test de QI pour le savoir, mais c'est très intéressant parce que ça m'a appris à connaître mieux mes points forts et mes points faibles. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper dommage que ça coûte aussi cher d'en faire un, parce que je souhaite vraiment à toutes les personnes d'en faire un, c'est très intéressant. On m'a aussi demandé si le QI... si le QI fluctuait. Alors il y a certains spécialistes qui disent oui, il y en a qui disent non. Bref, et moi je suis pas spécialiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fluctue légèrement. Il y a des choses qui sont innées et qui ne changent pas, comme par exemple le raisonnement perceptif. Mais par exemple l'indice de compréhension verbale, si par exemple t'étais dans un environnement où on parlait très bien, où on apprenait beaucoup de choses, par exemple avant l'adolescence, et qu'à l'adolescence tu te mets à fréquenter des personnes qui parlent super mal, qui s'instruisent pas, et que tu finis par être déscolarisé par exemple, eh ben forcément tu vas moins apprendre des choses, ton vocabulaire va se dégrader dans le temps, et le résultat aura certainement baissé. Enfin, dans l'indice de compréhension verbale par exemple, je pense vraiment que au niveau du langage ça fluctue. Par exemple je connais des personnes, ça a été étudié par des spécialistes, elles ont par exemple un QI entre 132 et 138 selon l'âge. Et c'est pour ça que d'être là en mode t'as un résultat fixe, bah c'est un peu bizarre tu vois, selon les différents environnements dans lesquels tu vas être au fur des années, eh ben il y a des chances que ça fluctue, que ça augmente, que ça descende. Moi je pense honnêtement qu'il fluctue, mais pas non plus, tu vas pas passer de 130 à 80, tu gardes quand même la part génétique en toi, mais ensuite il y a l'environnement qui rentre en compte. Ensuite on m'a demandé aussi une question, comment être surdoué? Alors mon coco, tu vas te mettre à lire des livres et t'instruire. Non, tu peux pas essayer de devenir surdoué, c'est génétique. Tu ne deviens pas surdoué, c'est tu l'es ou tu l'es pas, tout simplement. On m'a aussi demandé le plus haut QI atteint dans le monde. C'est assez abusé. C'est un mathématicien de 45 ans qui vit en Australie, qui a eu un score au QI de 230. Alors c'est absolument... Mais il faut savoir quand même, j'ai fait mes recherches, et en fait c'est sur une autre échelle que l'échelle Wechsler, qui elle est plafonnée à 160. Et l'échelle Cattell est plafonnée plus haut. Mais c'est important de le souligner que c'est pas la même échelle, donc peut-être que si le mathématicien qui avait fait un test à l'échelle Cattell faisait un test à l'échelle Wechsler, ça serait peut-être différent, je sais pas. Alors aussi on m'a demandé la question, quel est le QI du monde? Enfin le QI moyen, attention. Et j'ai fait mes recherches et je trouve ça assez triste. Il serait entre 84
84 et 88. C'est là où tu te dis bah forcément il y a plein de pays où les enfants n'ont pas accès à l'éducation. Ça fait mal au cœur de voir ça. Je me suis dit ah ouais d'accord. Et aussi ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a des différences entre les générations à propos de la moyenne du QI. Parce qu'il y a un accroissement de la scolarité et du niveau scolaire. Et tout ça, ça joue un fort rôle dans l'augmentation des scores. En tout cas, en France, la moyenne ne bouge pas. C'est toujours à 100. Je crois qu'on a fait le tour. N'oubliez pas que je ne suis pas du tout un professionnel. Je parle avec mon expérience et mes recherches. Donc il y a moyen qu'il y ait des trucs, peut-être que je me suis trompé, c'est normal. Mais je trouve que c'est un sujet qui est assez inconnu du public et qui est juste passionnant. J'ai pas non plus vu beaucoup d'informations sur, ou même de vidéos sur les tests de QI. Et je me suis dit bon bah, on va en faire une. J'ai une super expérience, j'adore en parler. Nickel, ça match. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses encore en faisant des recherches, en sortant de mon expérience personnelle et de mes connaissances. Et c'est génial parce que j'ai appris des choses. Bon les bébao, je vous fais des gros bisous et puis portez-vous bien. Et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine, très sûrement. Bisous. She got confidence, never seen so much confidence like that. It's no argument.